Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée. Merci de votre fidélité et de votre attention à Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans un autre numéro de Café Débat et qui reçoit comme invité aujourd'hui Dr Faya Milimono. Il est le président du Bloc libéral, un habitué de cette émission bien entendu, mais avec lui on va parler évidemment des élections communales puisque son parti a pris part à ces élections communales, a présenté des candidats un peu partout sur le territoire national. Quelles leçons il tire de cette expérience du scrutin du 4 février en termes de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, le score du BL un peu partout sur le territoire national, et puis les violences qui ont suivi la journée du scrutin du 4 février. Il nous parla un peu de tout ça dans cette première partie de Café Débat. Et je rappelle que dans la seconde partie de cette émission, je recevrai dans le même cadre de réaction au scrutin du 4 février, Bangali Keita. Lui, il est le responsable communication de l'UFC, l'Union des forces pour le changement, dont Aboubakar Silla justement est le président. Dr Faya Milimono, bienvenue sur ce plateau. Toujours un plaisir. Et vous étiez à l'intérieur du pays avant le scrutin du 4 février pour soutenir vos différents candidats en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, un peu partout. Dites-nous comment ça a été cette tournée, comment vous avez vécu les faits sur le terrain. Est-ce que ça a été une expérience difficile à vivre sur le terrain? Il est clair qu'à chaque fois qu'on va à la rencontre de ces militants, ça fait plaisir. Nous avons été, comme vous l'avez dit, au Fouta, nous avons été dans quelques endroits de la Haute-Guinée, nous sommes allés en forêt. Partout où nous sommes passés, nous avons senti la chaleur, nous avons senti l'attention, nous avons senti le respect. Il est vrai, beaucoup de problèmes nous ont été posés quand nous étions dans cette tournée. Beaucoup de milliards étaient distribués à l'intérieur du pays. Les gens se sentaient démoralisés, mais tout le gouvernement était à l'intérieur. Il n'y avait même pas... Durant la période de campagne. Durant la période de campagne. Pourtant, on nous a dit qu'ils étaient allés pour faire la promotion du PNDS. C'était une coïncidence. C'était une coïncidence questionnable. Bien. Parce que PNDS a été voté ou adopté depuis 2016. On est à combien de mois de 2020, c'est pour la période 2016-2020. Pourquoi il faut attendre le mois de janvier 2018 pour aller présenter un programme qui avait déjà été adopté en 2016. Et on a eu des intentions de financement à Paris, donc il fallait aller parler de tout ça. Vous pensez que c'était des simples arguments? Il est clair que c'était juste une manière de masquer la vérité, mais on ne peut pas couvrir le soleil avec sa peau. Est-ce que vous avez croisé des ministres, des directeurs sur le terrain, bien sûr, avec les moyens de l'État? Bien sûr, avec les moyens de l'État. Même le président de la République a fait une tournée en hélicoptère. Il a empêché que mon meeting ne se tienne à Macenta, parce que c'est le jour que je devais tenir le meeting à Macenta. Donc Alpha Condé, la venue d'Alpha Condé a empêché votre meeting? Alors c'est une situation que nous n'avions pas voulu accepter parce que on a trouvé une très grande contradiction, parce que le premier magistrat d'une préfecture, c'est bien le préfet. Bien. Si le président de la République doit se déplacer dans une préfecture, c'est par le préfet qu'on peut l'apprendre. Mais lorsque c'est le coordinateur du RPG qui informe, n'est-ce pas, la CEPI, que le président doit venir tel jour et de nous tenir au courant que notre meeting sera devra être annulé, etc. etc. Nous étions très choqués. Mais encore une fois, nous savons l'esprit. Nous n'avons pas voulu mettre, si vous voulez, en danger la vie ou la sécurité de nos militants et de nos sympathisants. Bien, alors vous êtes revenu à Conakry, vous avez vécu le scrutin du 4 février. Quelles leçons vous avez tirées du scrutin du 4 février? La première leçon, c'est d'abord, nous sommes encore dans le deuil. Parce que à l'issue de ces élections, les violences qui ont suivi, nous avons perdu des vies.
Absolument. Il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup de biens matériels qui ont été gâtés, y compris les édifices publics. Il faut condamner ces violences, je commencerai par cela, et souhaiter que l'âme, n'est-ce pas, de ces victimes-là repose en paix et continuer à réclamer la justice tout en appelant les uns et les autres à un sens de responsabilité. Parce que les discours que nous écoutons aujourd'hui ne sont pas dignes des discours d'un acteur politique ou d'un acteur social. Ce pays, nous avons besoin de le préserver. Nous avons besoin de préserver la paix, mais en travaillant sur la justice. Aujourd'hui, la justice est dans une situation des plus piteuses. Les magistrats ne semblent même plus savoir qu'ils ont un rôle à jouer. Ça, c'est la première leçon, n'est-ce pas, que nous tirons. La deuxième, je dois remercier les militants, les sympathisants du Bloc libéral, beaucoup de Guinéens qui ont cru en nous. Nous savons, en venant vers nous, en choisissant les candidats du Bloc libéral, vous avez refusé des millions. En choisissant, n'est-ce pas, les candidats du Bloc libéral, vous n'avez pas suivi soit l'ethnie ou autre chose. Vous avez suivi les valeurs. Nous vous remercions pour cela, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Nous avons pu avoir un peu partout où nous avons présenté des listes des élus. On va parler tout à l'heure de votre score. Donc ça c'est la deuxième chose que nous retenons. La troisième, il y a eu beaucoup de fraudes. Et les responsables, c'est d'abord la CENI, qui était chargée d'organiser ces élections. Nous les voulions propres, nous les voulions transparentes, mais la CENI a été complice d'une fraude. Parce que les problèmes qui ont déterminé, n'est-ce pas, l'issue de ces élections avaient été posés sur la table de la CENI des semaines plus tôt. La question concernant les votes par procuration, les votes par dérogation, toutes ces questions étaient sur la table de la CENI, ça avait fait l'objet de discussion. La CENI a traîné les pas parce que complice, n'est-ce pas, de ce qui allait se passer, jusqu'à ce que le mal soit d'abord fait avant de commencer, parce que c'est ce jour même. On vous a senti très amer contre la CENI depuis le scrutin du 4 février. C'est vrai que tous les acteurs, parce que on attend ça forcément des acteurs politiques ou des acteurs qui ont pris part à des élections, voilà quoi, de mettre à nu certaines défaillances du scrutin dû donc à la CENI. Mais à ce point-là, est-ce que vous pouvez imputer toutes ces erreurs à la CENI, ou est-ce que c'est pas parce que certains acteurs sont contrevenus au principe qui devait donc crédibiliser le scrutin? Parce qu'on a dit qu'il y a des administrateurs territoriaux, il y a des ministres qui se sont mis sur le terrain pour aller frauder, qui se sont mis sur le terrain pour aller violer tous les principes que la CENI a fixés pour assurer la transparence et la garantie de ce scrutin-là. Je veux dire, quand ça arrive comme ça, est-ce que ce n'est pas plutôt certains d'entre vous qui ont pris part à ces élections, qui ont saboté, qui ont sapé l'effort de la CENI? D'abord, nous n'avons pas indexé que la CENI, ce qu'il faut dire, parce que nous avons indexé en grande partie, le gouvernement. Pourquoi nous citons la CENI en grande partie? Parce que beaucoup de problèmes, je dis bien, qui ont déterminé l'issue de ces élections, auraient pu être tranchés par la CENI des jours avant. Comme quel problème, par exemple? Comme le problème de vote par procuration, par exemple. C'est le jour du vote et dans l'après-midi seulement que Maître Kébé a signé un communiqué disant c'est seulement 5 procurations qui sont autorisées par bureau de vote. Alors que 3 semaines plus tôt, la question avait été posée. On peut au moins dire que la question de procuration, la CENI est revenue. Je ne sais pas si c'était une façon de revenir là-dessus, mais Étienne, qui est le responsable opération de la CENI, a lu justement ces textes-là sur la synergie, par exemple, des radios dans la journée, où il est revenu, entre autres, sur la question de procuration qui s'est limitée à 5 par bureau de vote. Ça, c'était à la mi-journée déjà du 4 février. J'apprécie l'effort qu'essaie de fournir mon ami personnel, Étienne Soropogui, mais je crois qu'on n'aurait pas dû attendre le jour même du scrutin, qu'on ait eu, n'est-ce pas, beaucoup de votes au nom et à la place des morts depuis longtemps, pour venir sortir un communiqué et dire, ça c'était juste pour la CENI, une façon de se dédouaner. Sinon, on aurait pu trancher cette question. Mais ces procurations-là, est-ce que c'est la CENI qui a délibérément donné ça, et c'est les gens de la mouvance qui sont indexés pour avoir utilisé ces procurations? Bien sûr. Les chefs des quartiers. Ces procurations ne sont pas produites par une autre institution que la CENI elle-même. Mais il y a des cadres qui ont des imprimeries, il y a des ministres, il y a un ministre du RPG qui a 2 imprimeries, oui, il y a d'autres cadres du RPG qui a une imprimerie moderne. Il paraît qu'ils peuvent
de mauvaise foi, imprimer des modèles de bulletins, tout comme de procuration. Si la CENI avait été vigilante, si la CENI n'était pas complice de tout cela, la CENI aurait clairement tranché à l'avance que, en donnant des instructions à tous ceux qui étaient dans les bureaux de vote, que le nombre de votes par procuration ne devait pas dépasser 5. Mais si on a attendu la fin de la journée pour le dire, hein, nous sommes désolés, la CENI a été complice. La CENI a été complice également au niveau de ses démembrements. J'ai des preuves parce que j'ai fait la supervision au nom de mon parti, n'est-ce pas, à Mania. Là-bas, on a pris en flagrant délit un président de la CESPI en train de distribuer, n'est-ce pas, les procurations des cartes d'électeurs qu'ils avaient gardées par des erreurs. Ils étaient en train de distribuer de l'argent. On l'a arrêté, on l'a conduit à la gendarmerie pour le voir libre quelques minutes plus tard. À Mania. À Mania. Nous avons trouvé dans les bureaux d'un chef de quartier, ça c'est à 36, près de 3000 cartes. On en a même fait photo. Nous avons demandé au monsieur pourquoi ces cartes sont là. Il dit, lui, il est chef de quartier, il n'est pas chargé de les distribuer, il ne doit pas toucher. J'ai dit, d'accord, puisque vous ne devez pas toucher, nous allons monter la garde pour que ça ne soit pas touché. Tant que ce ne sont pas les ayants droit qui viennent les chercher, que personne d'autre ne les utilise frauduleusement. Donc, pendant toute la journée ce jour, 20 jeunes étaient là pour veiller à la sécurisation, n'est-ce pas, de ces cartes. Nous avons vu tellement de choses à l'intérieur, aussi bien au niveau des démembrements de la CENI qu'au niveau de la CENI centrale, que ce que nous disons, ce n'est pas de la complaisance. Nous sommes en train d'indexer la CENI parce que nous avons les preuves de leur participation, de leur complicité à cette fraude que nous avons connue. Bien, le gouvernement, nous l'avons dit, a été également responsable de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que les lois, la Constitution prévoit que les commis de l'État doivent observer la neutralité. Voilà, observer une neutralité. Mais c'est parce que nous avons vécu. On a vu des biens de l'État utilisés, n'est-ce pas, pour aller acheter des consciences à l'intérieur du pays. Et la justice a montré sa démission encore une fois. Parce que partout où nous avons présenté des contentieux, nous avons toute la bonne volonté, nous sommes républicains, nous faisons recours à la justice. Donc ça veut dire que tout ce que vous venez de dénoncer comme fraude, comme annulation des votes et tout, lors de la période de contentieux, vous avez porté des recours devant les tribunaux. Nous avons porté des recours devant les tribunaux. Je vous donne une autre complicité de la CENI par rapport à ces fraudes. Lorsque les CACV ont commencé à se réunir, il y a eu tellement d'annulations de bureaux de vote que c'est seulement lorsque 90% des CACV ont fini d'annuler des bureaux de vote qu'on a sorti le communiqué pour dire n'annulez pas de bureaux de vote. Je vous donne l'exemple de Wendé, où nous avions clairement, on pouvait gagner. Wendé, c'est dans Gekedou. C'est dans Gekedou. On avait la majorité absolue là-bas. On a eu à éliminer près de la moitié, juste pour éliminer l'avance que le bloc libéral était en train de prendre. Donc c'est en cela que clairement il apparaît la complicité de la CENI dans cette Donc quand la CENI a sorti le communiqué de dire de ne pas annuler les bureaux de vote mais de mettre à l'écart les procès-verbaux étaient déjà signés. Est-ce qu'on a remis? Les procès-verbaux étaient déjà signés et aucune correction n'a été faite. Aucune correction. Là, je peux vous assurer de ça. Donc, vous voulez dire que le communiqué est venu tardivement? Le communiqué est intervenu après que 90% des CACV avaient déjà fini de signer les procès-verbaux de centralisation. Et les tribunaux, je vous donne l'exemple célèbre de Lola, où le monsieur d'abord se cache, c'est un magistrat, il se cache. Et on le cherche pour... C'est lui qui doit gérer les contentieux électoraux du côté de Lola? Bien sûr. Ce sont les justices de paix, ce sont les cours et tribunaux qui doivent gérer au niveau local les contentieux. Là-bas, nous avions deux requêtes. D'abord, en association avec d'autres partis pour le centre. Et nous avions également une requête pour Guéasso. Guéasso, où on a pris des urnes de cette commune rurale, n'est-ce pas, pour les transférer dans la commune Kamaberema. Ils sont allés faire le bourrage là-bas pour ramener ces urnes à l'intérieur. Nous avons repéré tout cela, nous avons formulé des choses et le monsieur n'a même pas daigné regarder notre requête. À Yomou, où la falsification a été faite, n'est-ce pas, au moment même de la centralisation, parce que on peut voir à l'issue de la centralisation les voix de quelqu'un diminuer mais pas augmenter.
Vous comprenez? Parce qu'on peut considérer que il y a tel bureau de vote où il y a des problèmes, on a enlevé, et puis chacun en perd des voix. Mais le RPG a vu plutôt ses voix à partir de 2000 à 3000 lors de la centralisation. Lors de la centralisation. Et en ce moment-là, les voix du bloc libéral sont parties de 1000 et quelques à 500 et quelques. Nous avons porté tout cela. Le monsieur dit, oui, je comprends, peut-être qu'il y a des manipulations, il y a eu des falsifications de chiffres, mais j'attends l'ordre de ma hiérarchie. Si l'ordre de la hiérarchie... Le juge de Yomou. Yomou. Si l'ordre de la hiérarchie doit venir de Cheikh Sako, je dis, je n'attends plus de décision de la part de monsieur le juge me dit, je vais essayer d'examiner au regard de la loi, je peux encore lui faire confiance. Mais quand il me dit, quand l'ordre me sera donné par ma hiérarchie, je vais le faire, eh bien, on n'a pas besoin de perdre son temps. Donc, dans beaucoup d'endroits, y compris à Guékedou, on a fait des recours pour au moins 5 communes. On a déposé dans les délais, et le monsieur, puisqu'il ne pouvait pas trouver un autre argument, il dit, ah, la requête est venue quelques heures après l'expiration des 48 heures. Alors que le dépôt de cette requête a été fait, parce que dès lors que la requête a été dès lors que la centralisation est terminée, la centralisation ne s'est pas terminée en même temps dans toutes les circonscriptions. Il y avait des circonscriptions pour lesquelles on venait juste de terminer la centralisation. Il y avait des circonscriptions où on avait terminé la centralisation depuis 24 heures, mais il n'y avait aucune centralisation qui était terminée depuis plus de 48 heures. On a donc formulé, n'est-ce pas, notre requête, on a déposé. Il n'a pas eu honte de dire ça a été déposé. Donc tout ça, c'est des instructions. Vous avez été déçu de la manière dont le scrutin a été géré. Les institutions ont très mal fonctionné. Le peuple de Guinée a montré sa maturité, pourtant, en allant voter, même s'ils ne sont pas allés en nombre. Parce qu'on comprend bien pourquoi le peuple a commencé à bouder les élections. Et nous donnons raison au peuple, parce que on ne parle que d'élections en Guinée, on ne parle que de la politique en Guinée, alors que les Guinéens ont des problèmes économiques, des problèmes de chômage, des problèmes d'insécurité, etc., etc. Alors donc, ceux-là qui se sont rendus, n'est-ce pas, exercer leurs droits civiques, nous leur disons merci, ils l'ont fait dans la discipline, nous les félicitons, mais les institutions ont fait, encore une fois, échouer ce scrutin. Bien, et malgré tout cela, votre déception de la gestion du scrutin, même le 4 février, par la CENI, l'implication et l'immixtion des administrateurs territoriaux, des agents de l'État et la mauvaise gestion des contentieux, il y a eu quand même la proclamation des résultats qui sont d'ailleurs en cours, définitifs et partiels. Est-ce que, en parlant de score, quel est un peu le bilan, le résultat que le BL a réalisé ici à Conakry et à l'intérieur du pays? Nous attendons d'avoir tous les résultats, mais à ce stade, nous pouvons dire qu'on a été contents de bénéficier des voix. On remercie ceux-là qui nous les ont donnés. À Matoto, où nous avons pu élire, n'est-ce pas, un conseiller. À Mania également, où nous avons pu élire un conseiller. À Pita, on a fait élire 3 conseillers dans la préfecture de Pita, dont 1 au centre et 2 à Timitouni. Nous avons fait élire un conseiller à Dingirai, 1 à Farana, dans la commune rurale de Kobikoro. Nous avons fait élire 2 conseillers dans Kankan, dont 1 à Kankan Centre et un autre à Tintioulen. On a fait élire 23 conseillers dans la préfecture de Kishidougou, dans presque toutes les communes rurales de Kishidougou où nous avons présenté, on a eu des conseillers, y compris, n'est-ce pas, dans la commune urbaine. Dans Guékedou, nous avons pu faire élire 39 conseillers, dont 10 par exemple dans ma commune natale, où on a la majorité. À Macenta, nous avons 3, dont 2 au centre et 1 à Sérédou. À Nzérekoré, nous avons pu faire élire 7 conseillers au total, dont 3 à Palais, 2 à Kobela, 1 au centre et 1 à Ngomé. Et dans la commune de Yomou, nous avons fait élire, n'est-ce pas, 9 conseillers au total, dont 3 à Beta, 2 à Bignamou, qui est encore en contentieux, parce que ce n'est pas encore vidé. Et bien sûr, dans la commune de Lola, nous avons fait élire 12 conseillers, dont 8
Guéasso, où nous étions partis pour gagner la mairie, mais on est encore en contentieux, ce n'est pas encore vidé. Et donc, ces deux communes, particulièrement Guéasso et Bignamou, nous ne reconnaissons pas encore les résultats. Bien. Mais on va quand même dire que le BL a fait une performance, malgré que vous n'êtes pas tout content des résultats, malgré que je vous sens un peu gourmand. Je vais dire, du point de vue électoral, mais est-ce que, je veux dire, c'est pas quand même significatif ce bilan de BL? Et ça amène certains d'ailleurs à dire que le BL, à chaque élection, est en train de grandir. Vous n'êtes pas un peu content? Parce que quand je prends Massentan par exemple, et que je prends le parti groupe de Papa Kouli, qui en 2010 par exemple a eu 7%, j'ai l'impression que c'est un parti qui est en train de disparaître sur le terrain et que le BL est plutôt en train de grandir parce que le parti groupe a eu par exemple 0 siège à Massentan. Je dois vous dire que nous sommes d'abord la 4e force quand nous allions à ces élections-là. 2015. Donc, n'eût été les moyens, parce que les moyens manquent au BL, parce que le peuple de Guinée est pauvre. Nous ne comptons que sur la contribution de nos militants. Des militants. Ces militants sont pauvres. Ils sont au chômage. Ce sont parfois des retraités, ce sont parfois des jeunes qui n'ont pas encore de boulot, etc. N'eût été cette difficulté. Si nous avions eu la possibilité, et c'est là qu'on va soulever le débat sur le financement, n'est-ce pas, des partis politiques. Je crois que on peut ne pas donner de l'argent public à tout parti politique qui ne participe pas aux élections, mais ceux des partis qui participent aux élections et qui ont des élus ont besoin de bénéficier du financement public, comme la loi l'a prévu. Si nous avions le moyen dont d'autres partis politiques avaient, de présenter le maximum de candidats. Si on avait présenté dans un maximum de communes et choses rurales et urbaines, il est clair que nous ne serions pas en train de parler de ce nombre que je viens de vous dicter. Mais nous étions limités par les moyens. Nous étions limités par la fixation fantaisiste, n'est-ce pas, des cautions dans ce pays. Il y a eu une commission, nous l'avons dénoncé, on avait indexé M. Kébé comme étant un conspirateur. Ça s'est montré sur le terrain. N'eût été ces difficultés, je vous assure que le BL aurait encore fait davantage. Un score plus performant, ok. Je constate que vous avez fait un bon score, par exemple, à l'intérieur du pays, dans les zones réputées être les chasses gardées de certains partis politiques. Donc c'est donc l'aspect transversalité de votre parti qui en ressort là. Tout à fait. Mais quand même, à Conakry, je sens une sorte de débâcle. Vous avez eu un conseiller à Matoto, mais Kaloum, Ratoma, Dixi, nous n'étions pas présents à Kaloum, nous n'étions pas présents à Matam ni à Dixi. Nous n'avions que Ratoma. Vous étiez en alliance avec les autres? Non, nous n'étions pas en alliance non plus. Et vous tout ça, en fait, notre objectif pour ces élections, c'était surtout, on n'avait pas privilégié. C'est vrai, il y a des endroits où nous sommes allés en alliance, mais on voulait savoir ce que nous pesons. Et c'est extrêmement important. Quand vous formez un parti politique, vous essayez de vendre son projet de société, il faut aller aux élections pour tester que le message soit en train d'être compris ou pas. Et c'est ce que nous avions voulu. Si les moyens avaient permis, je crois, on aurait présenté un peu partout, parce que nous sommes convaincus que dans toutes les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines aujourd'hui, il y a des Guinéens qui comprennent effectivement le projet de société du bloc libéral et qui sont prêts à s'ajouter à nous pour mener à terme ce combat. Donc le bloc libéral quand même qui démontre un peu qu'il est représenté un peu partout sur le territoire, que peut-être c'est un parti qui n'est pas forcément basé à Djekedou, comme certains le croient, n'est-ce pas? Puisque vous avez eu des voix à Timbitouni, à Pita, un peu partout, c'est important. En Haute-Guinée, là-bas, dans les petits villages de la Haute-Guinée, c'est aussi important. Mais alors, nous sommes aussi à la phase, non seulement de déclaration des résultats au compte-gouttes, mais il y a les alliances qui sont en train de se jouer. On est en train de courtiser des partis comme les vôtres. De l'argent circule, on promet des postes ministériels, des chefs de quartier. Est-ce que le BL est courtisé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la phase d'alliance à ce moment-là? Le BL, comme tous les autres partis, est courtisé. Le BL est en train de courtiser aussi, parce que le BL n'est pas là simplement pour donner. Le BL a aussi besoin de recevoir. Donc nous sommes en train d'abord de voir le tableau général. Quand on saura qu'est-ce que nous avons eu où, à qui nous pouvons offrir quoi, où, et à quelles pour que nous recevions quoi, où,
eh bien, nous prendrons des décisions en tenant compte, n'est-ce pas, de l'intérêt de notre parti et bien entendu de l'intérêt du peuple de Guinée. Nous n'allons pas dans nos négociations, dites que l'argent est en train de circuler, le BL n'en a pas besoin, c'est vrai que nous sommes pauvres, mais ce n'est pas l'argent que nous allons chercher à cette occasion-là. Et ce ne sont pas non plus les postes que nous allons chercher. Les postes, oui, nous les cherchons, nous avons cherché. Ce que le peuple nous a donné, on se contente de ça. Nous remercions le peuple d'avoir élu, n'est-ce pas, nos conseillers. Nous allons maintenant voir parmi eux, là où nous pouvons avoir le maire, parce qu'il va être le meilleur maire pour les 5 prochaines années. Et donc là-bas, nous allons demander le soutien de certains et accepter également de donner main forte à d'autres qui vont accepter de nous aider là où on a besoin d'eux, n'est-ce pas, dans les circonscriptions où ils auront besoin de nous. Bien, et nous verrons tout ça de bout en bout, puisque le score que vous venez de donner du BL n'est qu'une partie, puisque les résultats ne sont pas encore définitivement finis. La CENI continue à les donner en compte-gouttes, donc le BL peut s'attendre sans doute à d'autres performances sur le terrain. Merci Dr Faya d'être passé pour ce compte rendu. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci bien. Voilà, comme annoncé, donc je recevrai dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure Bangali Keita, responsable communication de l'UFC. Mais d'ici là, on observe la petite pause et juste derrière, on se retrouve avec le deuxième invité. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, je reçois sur ce plateau et dans cette deuxième partie Monsieur Bangali Keita. Il est le directeur de communication de l'UFC, l'Union des forces du changement. Monsieur Bangali, bienvenue sur ce plateau. Merci. Votre parti a aussi pris part à ces élections. Mais mon premier constat, c'est qu'on a entendu moins la sortie de votre parti, notamment de votre leader Aboubacar Sylla, dénoncer ou apprécier. Ça dépend de ce que vous avez eu comme leçon à tirer de ce processus. Est-ce parce que Aboubacar Sylla, on le sent du côté de la mouvance désormais, ou parce que la mouvance n'a pas eu à dénoncer les choses Qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas du tout parlé depuis le scrutin du 4 février? Écoutez, nous avons effectivement communiqué à l'issue de ces élections, le soir du 5 février 2018. Nous avons utilisé une déclaration au sein de l'opinion publique pour l'informer
de la lecture que nous avions effectuée. En tout cas, Aboubacar Silla est de plus en plus silencieux. Et il est de plus en plus muet. Écoutez, il n'y a pas une expression aussi solennelle, une forme aussi solennelle de s'exprimer que pour un parti politique que d'utiliser une déclaration de sa direction nationale. Donc la direction nationale de l'Union des forces du changement était intervenue dans l'opinion publique pour exprimer sa lecture des conditions d'organisation de ce scrutin du 4 février. Nous avions d'abord fait le constat que le peuple de Guinée s'était rendu dans des conditions de maturité politique apaisée à ces élections. Nous avons salué cette maturité politique de notre peuple, même si par endroit il faut reconnaître que le taux de participation escompté n'a pas été au rendez-vous. C'était très très faible. Nous avions salué la CENI pour avoir tenu le pari du 4 février et nous avions, dans toujours la déclaration, nous avions fait le constat qu'il y a eu de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé, qui ont affecté les conditions d'organisation de ces élections. Donc nous avons tenu la CENI et ses départements pour responsables de ces dysfonctionnements, puisque pour nous, la CENI devait être instruite, cultivée de l'expérience des élections de 2010, de 2013 ainsi que de 2015 pour que ces conditions pour ces communales-là soient plus justes, soient plus transparentes, soient plus acceptables. Malheureusement, la CENI n'a pas pu garantir ces conditions, ce qui a fait que nous avons déploré ces dysfonctionnements qui ont émaillé l'organisation des élections. En plus encore, nous avions tenu à déplorer les violences qui sont éclatées à Conakry et à l'intérieur du pays au lendemain de ces élections. Nous avons tenu à expliquer que dans la République que nous voulons organiser, lorsque des contentieux sont constatés, lorsque des partis politiques, des acteurs politiques constatent des griefs qui retiennent contre l'organisation d'un scrutin, les recours qui doivent privilégier dans le cadre de la revendication des réclamations doivent être ce que la loi leur offre, en l'occurrence saisir les cours et les tribunaux qui étaient compétents à traiter, à connaître de ces contentieux électoraux. Donc effectivement, nous sommes intervenus, nous avions dénoncé ces dysfonctionnements pour que à l'avenir la CENI puisse corriger ces manquements, ces insuffisances-là, de manière à ce que nous puissions entrer dans le cycle d'organisation d'élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. Et nous allons attendre à ce que le processus aille jusqu'à terme, aboutisse, puisque nous sommes à ce stade dans la phase de la proclamation des résultats. Et à l'issue de cette proclamation, nous aurons tout le résultat en main et la direction nationale du parti va se retrouver en conseil politique pour savoir quelle est la donne qu'il faut suivre, quelle est la ligne qu'il faut suivre, contester ces résultats et par quelle voie nous allons utiliser. Nous aurons à nous prononcer là-dessus mais vous à pouvez pas, de ces proclamations, de ces résultats. Vous ne pouvez pas contester des résultats après qu'ils soient été donnés de façon définitive par le président de la CENI. Il y a la période de contentieux. Si vous vous sentez concerné par une quelconque fraude que ce soit, une quelconque irrégularité que ce soit, la période de contentieux qui, je crois, dure pour 48 heures, si ce n'est même plus fini, si vous ne saisissez pas cette opportunité, à quelle autre contestation vous faites allusion après la déclaration définitive des résultats par le président de la CENI? Écoutez, nous sommes dans des élections qui sont locales, des élections de proximité. Et les recours que la loi nous offre sont très limités dans le temps. Et nous sommes dans une situation où l'institution judiciaire n'inspire pas beaucoup de confiance, et puisque souvent, lorsqu'elle est saisie de connaître de certains contentieux, elle déboute les demandeurs de leurs prétentions. Nous voulons d'abord à ce que, puisque la totalité des résultats n'est pas d'abord proclamée, n'est pas d'abord diffusée. Les résultats définitifs. Les résultats définitifs. Les provisoires. Nous attendons d'abord d'avoir la totalité de ces résultats dans toutes les circonscriptions où nous nous sommes présentés, et nous allons nous retrouver alors pour savoir quelle est la donne qu'il faille suivre, quelle est la ligne de conduite et que le parti va adopter par rapport à ces résultats. Oui, mais est-ce que l'UFC, vous avez fait cette déclaration, c'est bien. Est-ce que l'UFC a été concerné, a été frappé par certaines irrégularités dont elle impute les responsabilités à la CENI ou à des adversaires politiques sur le terrain? Ou est-ce que l'UFC ne se plaint de rien au point que vous attendez encore que la CENI finisse d'abord tout pour que vous contestiez? Parce que j'étais avec Faya Milimono par exemple qui dit dans telle préfecture on a vu qu'il y a eu telle procuration, on a éliminé nos voix, on a fait ceci, et par la suite, comme la loi nous l'offre, nous avons saisi les tribunaux de Lola, de Yekedou, même s'ils dénoncent aussi le fait que ces juges de ces tribunaux ne font pas leur boulot. Mais est-ce que l'UFC aussi est passé par là, par ce chemin-là déjà? Écoutez, nous avions déploré les dysfonctionnements qui ont émaillé l'organisation de ces élections.
Est-ce que vous en avez été victime? Est-ce que vous en avez été victime? Par exemple, je vous donne à Dixine, par exemple, où nous avions fait une très bonne campagne. Et lorsque nous avons compilé à notre niveau les résultats de délégués, il y a une certaine période où nous nous trouvons à 2 conseillers sur notre liste. Mais les résultats officiels qui ont été proclamés et provisoires nous ont donné un siège gagné, Bien. alors que nous attendons à ce que ce soit 2. À Tanene, par exemple, où nous avions la commune rurale de Tanene, la compilation des résultats que nous avions à notre niveau nous donnait 3 sièges élus sur notre liste. Mais le résultat que après la centralisation, ce résultat nous a donné 2 sièges. Donc nous estimons de part et d'autre que globalement, de façon générale, beaucoup de dysfonctionnements ont été enregistrés dans l'organisation de ces élections. Donc sur ce, est-ce que vous avez porté des recours? Non, nous n'avions pas à ce stade d'abord porté des recours. Mais pourquoi ne pas porter des recours alors que la loi est claire? Non, non mais qu'est-ce que l'UFC veut après? Moi, ce que je veux savoir. Ou est-ce que vous avez décidé de ne pas porter recours parce que vous voulez faire comme le RPG, parce que vous êtes un peu proche du RPG, ou je sais pas. Non. Parce qu'il y a ce débat de proximité avec le RPG Arc-en-Ciel, nous ne le comprenons pas, puisqu'il n'est pas du tout réel. Nous sommes un parti responsable. Nous dans l'opposition républicaine. Mais nous sommes dans l'opposition politique guinéenne. Et nous avons expliqué, non pas comme l'UFR, non pas comme l'UFR, dans l'opposition plurielle, mais tout en étant la mouvance. L'opposition politique guinéenne, dans l'opposition plurielle. Et les conditions de départ de l'opposition républicaine, elles sont connues de tous, puisque nous avons tenu à clarifier les griefs que nous avons tenus par rapport au fonctionnement de cette opposition républicaine. Lorsque nous serons prêts à rejoindre ce que vous appelez cette proximité avec le RPG Arc-en-Ciel, en tant que parti responsable, nous venons le dire. Mais nous sommes un parti responsable. La position de l'UFC aujourd'hui sur l'échiquier politique, c'est que nous sommes un parti d'opposition et nous n'avions pas de proximité, pas de contact avec le RPG Arc-en-Ciel. Nous avions dit par rapport au processus électoral. Pourquoi vous n'avez pas porté de recours dans les 48 heures qu'on donne après la centralisation dans les circonscriptions données? Oui, parce que nous avons estimé que pour les résultats que nous avons pour le moment, nous ne porterons pas de recours en fonction des conditions que la loi. On vous a diminué une voix à Dixine. Vous vous contentez? On vous a diminué, je ne sais pas, 2 voix à Tanene, vous vous en contentez, c'est ça? Non, pas de recours. Pas que nous nous en contentons. Vous savez, le contentieux électoral. Parce que si le président de la CENI si vous ne portez pas de contentieux, ça veut dire que si vous ne portez pas de contentieux, ça veut dire que vous n'avez rien contre. Et le président de la CENI va donner les chiffres comme tels. Et en ce moment, les résultats donnés par le président de la CENI ne feront pas objet de recours. Écoutez, vous êtes d'accord là-dessus? Écoutez, il y a beaucoup d'élections qui ont été organisées dans ce pays. Beaucoup de contentieux électoraux qui ont été ouverts. Ces contentieux ont abouti à quoi? À ce que les partis demanderaient, celles qui ont voulu à ce que justice se fasse pour que ces dysfonctionnements soient pris en compte et que l'impact soit relevé dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces partis ont été déboutés de leurs prétentions. Nous avons connaissance de cette expérience, nous sommes instruits par cette expérience. Pour les partis que nous avions et les résultats que nous avons aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire à ce que nous ne portons pas, nous n'ouvrons pas, nous n'allons pas à ces contentieux. Parce que nous savons que, en tout cas, instruits par l'expérience, que cela ne va pas changer grand-chose. Ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque nous avons dit qu'il fallait régler ce problème-là au départ et non à l'arrivée. C'est-à-dire que le contentieux électoral aujourd'hui que nous assistons aurait pu être évité lorsque, de manière responsable, toute l'opposition... Il n'y a pas d'échéance électorale sans contentieux quand même. Il n'y a pas de scrutin sans contentieux. Bien sûr, il y a des démocraties aujourd'hui. Donc on ne peut pas à l'avance éviter des contentieux. Non, bien sûr. À l'avance éviter des irrégularités. Si nous travaillons à garantir les conditions de transparence et d'équité, il y a possibilité à ce que... Mais il n'y a pas d'échéance parfaite. Il n'y a pas d'élection parfaite. Mais il y a un minimum de perfection. Il y a un minimum de conditions acceptables qu'on constate dans des pays. Il y a par exemple le Sénégal et le Ghana qui nous instruisent qu'il est possible qu'on ouvre, qu'on aille à des processus électoraux dont les résultats vont être acceptés de tous. Ce que nous avons voulu, c'est que l'UFC a jugé qu'il était possible d'éviter à ce qu'on aille à ces contentieux électoraux aujourd'hui qui sont annoncés. Et lorsque nous avions tenu à garantir en amont
de ce processus-là un minimum de transparence. C'est-à-dire que le fichier électoral ainsi que la Commission électorale nationale indépendante, qui sont des facteurs essentiels de ce processus, si nous avions travaillé en amont à ce que cela soit garanti, peut-être que nous n'assisterons pas aujourd'hui à ces réclamations qu'on constate. Bien. Par exemple, si le fichier avait été toiletté, demande à ce que la population électorale reflète le corps électoral guinéen réel. Si la Commission électorale nationale indépendante, telle que prévue par l'accord du 12 octobre dernier, avait été réformée, avait été restituée dans les conditions et les formes prévues par l'accord du 12 octobre, certainement nous n'aurons pas aujourd'hui un arbitre électoral dont l'impartialité est mise en cause. Dans le cadre des accords, la CENI a fait ce que les politiques, dans le cadre des accords, quand même, la CENI a fait ce que les politiques ont conclu. D'accord? Est-ce qu'il a été demandé, est-ce qu'il a été conclu de faire une révision totale, ou est-ce qu'il a été conclu tout simplement d'enlever quelques petites imperfections? Et ça, je pense que... dans l'accord politique du 12 octobre, les partis avaient convenu à ce que le fichier électoral soit toiletté. Et puisque vous savez aujourd'hui que ce fichier-là est pur, il ne reflète pas la réalité du corps électoral guinéen. Donc, le fichier devait être toiletté. Vous pensez que ça n'a pas été fait alors qu'on a recruté un opérateur? Oui, c'est un processus qui a été engagé, mais qui n'a pas abouti à ce que ce fichier soit toiletté, soit intégralement toiletté pour qu'il puisse refléter la réalité du corps électoral guinéen. Ça n'a pas été fait. Bien. Il y a eu appel d'offres, il y a eu recrutement, il y a eu un processus de recrutement d'un opérateur qui est enclenché, mais aujourd'hui, le fichier de 2015 est le même qui a servi à l'organisation de ces élections communales et locales. Bien, alors donc parlons puisque vous n'avez pas porté recours, parlons du score que vous avez fait un peu sur le territoire. Est-ce que l'UFC aujourd'hui sent que le parti est mieux implanté sur le terrain, que les populations vous ont fait confiance malgré toutes les irrégularités que vous dénoncez, toutes les fraudes? Est-ce que vous avez eu des points un peu partout? Oui, à deux exceptions près. Toutes les communes, en tout cas à la lumière des résultats que nous avons aujourd'hui proclamés par l'institution électorale, nous avions bénéficié de sièges dans toutes les circonscriptions que nous avons briguées, à deux exceptions près. Quand vous prenez par exemple la région de Conakry, nous avons brigué 4 communes urbaines sur les 5, excepté Matoto. C'est la commune où nous ne sommes pas présentés. Donc il y a 4 communes urbaines. Et seulement la commune urbaine de Kaloum où nous ne sommes pas présentés. Mais à Dixine, à Ratoma, ainsi qu'à Matam, nous avons bénéficié d'élections de membres de nos listes là. Combien de sièges par commune? Il y a un siège pour toutes ces 3 communes dont je viens de parler. Et quand vous partez aussi... Un siège à Matam, un siège à Dixine, un siège à Ratoma. Ah ouais. Même si nous avons escompté que, en fonction de la campagne que nous avons effectuée et de la vitalité des programmes que nous avons proposés aux populations, on aurait dû avoir ces mairies, ou bien en tout cas avoir un nombre de sièges beaucoup plus élevé. Mais comme c'est une première excellence, vous n'êtes pas sans savoir que l'UFC est à sa première participation à un processus électoral sous son propre label et indépendamment de toute alliance politique électorale conclue avec une quelconque formation politique. Bien. Donc nous pensons que ces résultats sont en train de refléter peut-être... de refléter qu'une assise militante et sympathisante est en train d'être renforcée sur le terrain, que davantage de Guinéens nous font confiance et ont perçu le message républicain, démocratique et progressiste de notre parti politique, et qu'à l'aune des législatives de 2018 ainsi que de la présidentielle de 2020, l'UFC va réaliser effectivement la percée historique dont ces militants attendent d'elle pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de la majorité parlementaire et pourquoi pas installer le candidat que nous allons présenter à Sécoutéria. Et donc à l'intérieur du pays, au-delà des 3 commissaires, oui, des 3 conseillers. À l'intérieur du pays, par exemple à Tanene, nous avons eu 2 conseillers de l'UFC qui ont été élus par les populations. À Koundara aussi, à Frigiagui, à Tondon, nous avons eu encore à bénéficier des nominations de conseillers. Ce sont pour le moment, et à la lumière des résultats qui sont proclamés, les scores que nous avons pu engranger. Bien. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous tenons quand même à remercier les électeurs et les électrices qui ont fait confiance à nos programmes, à nos candidats et qui ont porté leur voix en notre faveur.
nous leur promettons qu'effectivement, la promesse de redonner la Guinée aux Guinéens à travers un renforcement de notre processus de décentralisation, d'apporter le bonheur aux populations locales qui n'en ont pas besoin, la promesse là ne sera pas vaine, elle ne restera pas électoraliste. Nous allons, à travers des actions fortes, autant que faire se peut, faire en sorte que nous puissions tenir cette promesse-là pour garantir cette confiance des électeurs en faveur de notre parti et de ses idéaux à l'occasion des prochaines élections. Nous sommes dans la phase des négociations, des alliances pour avoir les têtes des mairies. Les partis qui se sentent un peu en position de force dans certaines circonscriptions demandent aux autres de s'allier à eux. Des partis à 1 siège, des partis à 2 sièges, à 3 sièges, afin d'avoir la tête de mairie. Alors l'UFC à ce stade est courtisé par qui? Ou l'UFC courtise qui pour avoir quelle mairie? Est-ce que vous êtes dans cette phase de négociation en ce moment, rapidement? Effectivement, cette phase-là est enclenchée à la lumière des résultats qui sont proclamés. Il y a déjà des partis politiques qui nous ont saisis, les partis de tous bords. Il y a comme l'UFDG, il y a comme le FPG, il y a tous les partis qui nous courtisent de toutes les obédiences politiques à ce que nous participions à leur alliance pour faire en sorte qu'on puisse désigner les autorités exécutives de ces communes urbaines et rurales. Mais à ce stade-là, le débat n'est pas d'abord ouvert à l'interne du parti, puisque c'est le parti qui va déterminer dans quelle circonscription, quel type d'alliance là il va nouer avec quel type de parti politique. Nous attendons d'abord à ce que ce processus de proclamation de résultats soit définitif et que encore le contentieux soit bouclé, et nous allons nous retrouver en direction nationale de parti et discuter de la ligne, la conduite à tenir. Bien, voilà. En tout cas, on n'a pas assisté à des propos venant de l'UFC, ni de son président, ni de certains de vos candidats, soit autoproclamant vos candidats maires ci et là, ou disant que vous avez été fraudé, donc il faut vous soulever. On a quand même vu ces scènes-là qui nous ont amené à des situations de violence et à des cas de mort. Quelle était la position de l'UFC sur ces questions de propos incendiaires, mais aussi de scènes de violence constatées sur le territoire en 30 secondes, puisque nous sommes Écoutez, nous avons tenu à déplorer toutes ces violences qui ont émaillé l'après-scrutin du 4 février. Nous pensons qu'il n'y a pas de raison qui puisse amener les Guinéens à violenter d'autres Guinéens. Nous avons déploré toutes ces violences-là, spécialement la tragédie de Kalinko. Nous estimons que lorsque des griefs sont retenus par des acteurs politiques contre le processus électoral, la violence ne doit pas être privilégiée. Les voies de recours qu'offre la loi doivent être les priorités des actions entreprises par ces entités politiques. Donc sur ce, je reviens sur cette invite que nous avons lancée à l'ensemble des acteurs politiques guinéens afin de privilégier la paix et les voies de recours qu'offre la loi dans le cadre des réclamations qu'ils pourraient faire à l'occasion de ces élections. Même si l'UFC n'a pas saisi ces mêmes voies de réclamation. Oui, bien sûr. C'est son choix. Pour le moment. C'est son choix. Exactement. Bien. Alors, toute dernière question. Pourquoi Aboubacar Sylla, votre président, est si silencieux, si muet, on peut même le dire? Il ne parle plus. Pourquoi? Aboubacar Sylla est si muet. Bon, vous savez, la pédagogie de la communication voudrait à ce que le leader qu'il est, le chef de file de l'UFC qu'il est, n'ait pas à se prononcer sur tous les sujets à tout moment. Je pense que vous-même, vous allez vous en lasser. C'est sa stratégie. Mais non, lorsque des problèmes se posent, nous discutons. Et lui et moi personnellement, et lui est le responsable du parti, l'UFC se prononce. Et ce qu'on a besoin, quand il parle, c'est la parole, la communication de l'UFC. Dans la mesure où ce parti déjà communique, je pense que point n'est besoin que ça forcément lui. Et il n'est pas silencieux, il suit de près l'actualité politique, il est préoccupé par tout ce qui se passe et peut-être en fonction des opportunités, il aura à prendre la parole. Bien. En tout cas, merci d'être passé pour cette réaction au processus électoral. À très bientôt. Je vous en prie. Merci. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. Merci une fois encore et prenez soin de vous. Au revoir.